Bonjour, bienvenue dans ce second numéro de Visible, ce podcast d'Acaleum que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Stéphanie Lelièvre. Je pourrais vous dire 1000 choses sur elle, tellement j'ai de choses intéressantes à vous raconter, mais je préfère que ce soit Stéphanie qui vous en parle. Alors suivez-nous, écoutez-nous et je pense que vous allez être bluffé par son parcours et ce qu'elle a à vous proposer. Stéphanie, bonjour. Bonjour Héloïse. Merci beaucoup d'être dans ce podcast Visible, ce second numéro. C'est une fierté pour moi de vous accueillir parce que en vous rencontrant, j'ai eu un choc. Un choc, j'ai envie de dire, c'est une première émotion très certainement. Et si je prononce le mot émotion, c'est parce que ça a un sens. Vous avez créé un jeu en lien avec les émotions, mais nous allons en parler tout à l'heure. Je voudrais que, dans un premier temps, très rapidement, vous vous présentiez. Qui êtes-vous, Stéphanie ? Alors Stéphanie, qui je suis ? Je pense que je suis une entrepreneure aux multiples casquettes aujourd'hui. J'ai commencé à l'âge de 16 ans mon parcours professionnel en entrant dans un salon de coiffure où j'ai effectivement pendant de nombreuses années observé la femme beaucoup et le comportement qu'elle pouvait avoir avec son image, le miroir. Et puis je l'ai beaucoup écoutée parler d'elle. Et surtout, j'ai entendu beaucoup de violence à l'égard d'elle-même, beaucoup de critiques. Et c'est, je pense, là-dessus que finalement, de fil en aiguille, j'ai fait évoluer aussi mon activité. Parce que les femmes sont dures vis-à-vis d'elles-mêmes ? Elles sont critiques ? J'ai trouvé qu'elles étaient assez critiques et qu'elles avaient tendance justement à trouver toujours quelque chose à redire quand elles se regardaient dans le miroir. Que ce soit un détail, une oreille, une bouche, un nez. Ah oui, je comprends, là je vois très bien ce que ça peut donner, absolument. Et pour le coup, c'est vrai que ça m'a toujours interpellée. Mais si ça m'interpellait, c'est sans doute que moi, j'avais sans doute quelque chose justement à regarder à l'intérieur de moi pour comprendre aussi pourquoi ça me touchait autant. Donc, de fil en aiguille, effectivement, j'ai fait mon apprentissage, j'ai après fait mon brevet professionnel. Je me suis installée très jeune, j'avais 27 ans, avec donc une petite fille qui avait 3 ans et demi, un petit garçon qui avait 2 mois. Et donc, je me suis installée dans mon premier salon qui faisait à peu près 20 mètres carrés. Et ça a été, j'ai envers 7 ans de bonheur, parce que j'adorais le contact avec les personnes que j'accompagnais, tant mes clientes, mais aussi les personnes, mon équipe, puisque quelque chose me passionnait, c'était la formation. C'était d'accompagner les jeunes à valoriser leurs atouts, partir, j'ai envie de dire, du début vers, on va dire, une montée de compétences et surtout un épanouissement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. À la fermeture de mon entreprise, ça a été un choc émotionnel. Parce très que fort. fermer, c'était un choix ou c'était devenu une nécessité, vous aviez envie de continuer, mais malgré tout, je ne sais pas, un environnement économique, un environnement personnel peut-être faisait qu'il fallait s'arrêter. Alors il y a eu une escalade, on va dire, d'une situation personnelle qui est devenue compliquée. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai tenu à bout de bras comme j'ai pu pendant 2 années. Et ensuite, j'ai décidé de fermer. Mais comme je n'arrivais pas à vendre mon entreprise, que ça faisait 1 an que j'essayais de la vendre, j'ai déposé mon entreprise. D'accord. J'ai fait une liquidation. Et ça a été pour moi une étape extrêmement douloureuse de fermer par ce biais-là, parce que la décision a été prise très rapidement. Et j'ai eu la sensation d'abandonner mes clientes. Alors, justement, vous disiez tout à l'heure qu'on n'exprime pas ses émotions. Est-ce qu'à ce moment-là, vous les avez exprimées ? Est-ce que, je ne sais pas, ça s'est traduit comment ? Est-ce que ça a été s'éloigner et hurler fort dans la montagne, par exemple ? C'est cliché ce que je dis, mais voilà. Ouais. Est-ce que ça a été ce besoin d'évacuer toutes ces émotions ? Ou alors, vous êtes resté encore pendant un moment à ne rien dire, vous éloigner, mais garder ça pour vous et souffrir de l'intérieur ? Alors oui, j'ai laissé ça un moment. Il m'a fallu en fait cette douleur physique parce que ça m'a stoppé net. Ça m'a stoppé net. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais plus travailler. J'avais retrouvé un emploi salarié très vite, parce que c'était inconcevable pour moi, après mon entreprise, de rester à rien faire. Donc, et comme j'avais la valeur travail très importante, eh bien, effectivement, là où je suis partie, j'ai retrouvé du travail tout de suite. Sauf que 1 mois et demi plus tard, c'est mon corps qui m'a parlé.
Et donc là, j'ai eu beaucoup de mal à verbaliser à mon monde extérieur. Donc ça a commencé avec moi-même déjà, où j'ai vraiment exprimé beaucoup de colère, que j'ai d'abord déversée par l'écriture en fait. J'ai eu besoin d'écrire. Alors l'écriture, justement, c'était quoi? C'est l'écriture d'un livre, l'écriture de nouvelles, l'écriture de poèmes, juste des mots jetés comme ça en fonction de vos émotions? J'ai écrit beaucoup. J'ai écrit une lettre, enfin des lettres, des pages et des pages en fait, parce que j'avais besoin de déverser la colère que je ressentais. Une injustice. Enfin vraiment, je ressentais une profonde injustice de comment, après toutes ces années où j'ai énormément travaillé, eh bien, il n'y avait pas une lettre dans un formulaire destiné pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que j'aille dans le secteur social, que j'aille dans n'importe quel endroit pour demander de l'aide, eh bien, il n'y avait pas une ligne pour moi. J'avais refusé mes droits quand j'ai fermé mon entreprise, donc c'était trop tard aujourd'hui en tant que salariée. Donc, je me retrouvais en arrêt de travail avec quand même moins de 1000 € par mois, un loyer à payer, donc c'était pas possible de continuer comme ça. Et du coup... Alors je vais vous couper un instant, mais ça c'est... Finalement, vous dites que c'est propre aux commerçants, à ceux qui entreprennent, cette précarité qui peut les attendre si jamais ils chutent. Il n'y a pas de filet de sécurité? Non. Ou très peu, en tous les cas. Sauf si on a épargné pendant des années. Sauf que moi, dans mon parcours effectivement personnel, je me suis retrouvée en difficulté. Alors toute cette phase de vie qui a été dans l'apprentissage d'un métier, dans le fait d'entreprendre, de se développer, de chuter, de partir loin pour essayer de se reconstruire, aujourd'hui, ça a débouché sur quoi? Parce que pour bien redire les choses, vous êtes installée en tant que coiffeuse, mais non plus dans un salon avec du personnel, c'est vous seule. Décrivez-nous ce salon. Alors aujourd'hui, ce salon aujourd'hui, donc effectivement, je mêle la coiffure et la psychothérapie. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une casquette, on va dire globale, d'accompagnement sur un accompagnement dans sa globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je reçois principalement un public féminin où j'écoute donc des besoins qui sont liés souvent au physique, mais derrière peut se cacher un besoin beaucoup plus profond et notamment lié à nos émotions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, même entre un rendez-vous en 3 semaines d'intervalle, il peut se passer quelque chose dans notre vie, un bouleversement, une situation qui est venue nous chahuter positivement ou plus négativement. Et c'est pour ça que c'est à prendre en compte à l'instant T. C'est-à-dire qu'un rendez-vous, deux rendez-vous à 3 semaines d'intervalle peuvent être complètement différents. Ce que j'aime, c'est parler du ressenti. Comment vous vous sentez et non pas comment vous vous voyez ou vous ou les autres, vous voulez que les autres vous voient, parce qu'il y a aussi ça. Oui, c'est ça aussi. Quand on vient, on peut avoir, moi, ça m'est arrivé de l'entendre quand j'étais beaucoup plus jeune, mais bref, tu vas lisser tes cheveux, tu peux pas garder tes cheveux frisés comme ça, etc. Donc parfois aussi on vient, non pas pour soi, mais pour faire plaisir aux autres. Vous en recevez encore des clientes comme ça? Oui, encore aujourd'hui. Mais maintenant, on arrive à communiquer un petit peu plus, parce que j'aime tourner la question quand même sur le ressenti. Cette gestion des émotions et tout ce que les émotions ont à nous dire, c'est pas uniquement dans notre vie personnelle, ça peut aussi être dans notre vie professionnelle, je veux dire, au sein de l'entreprise, dans un commerce, quand on est étudiant, etc. Enfin, il y a différentes facettes, j'imagine. Est-ce que l'approche de la gestion de ces émotions, elle est la même en fonction du public ou de l'environnement dans lequel on est? Alors, je pense qu'effectivement, le contexte change. Par contre, les émotions, elles sont là, elles sont présentes quelque part... partout où on va, quelque part. Je prends l'exemple, le matin, on peut se disputer dans son foyer, on va avoir conservé une émotion à l'intérieur de nous si elle n'a pas été dite à ce moment-là. Du coup, on va la traîner, on va dire, un peu dans notre journée. Pour un peu qu'il y ait une réflexion de fait au sein de l'activité professionnelle, par exemple, eh bien, on conserve, admettons qu'on n'exprime pas non plus, on la conserve avec nous. Le soir, on rentre chez soi, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le contexte personnel, des fois, c'est plus facile d'exprimer. On a moins peur avec notre environnement personnel. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça déborde. Et en fait, c'est là que c'est le danger. Parce que finalement, cet environnement, il devient plus fragile. Et des fois, il est dit des choses et vécu des choses qui sont dommageables.
on peut voir dans les violences, quand on voit les violences conjugales, voilà, tous les faits divers qu'il peut y avoir. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, dans ma vie personnelle, eh bien, je suis heureuse de pouvoir communiquer mes émotions, non pas dans la plainte, parce que c'est l'adulte, les responsables qui parlent. C'est la femme responsable. Je ressens ça à ce moment-là. J'ai besoin et je passe à l'action, en fait. Du coup, on n'est plus esclave de ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est une vraie liberté. On l'accompagne, en fait. Voilà. Et là où on parle de gestion, parce que c'est resté encore cette gestion émotionnelle, moi, je vais plutôt parler effectivement de régulation, parce qu'on ne gère pas une émotion, on n'est pas dans le contrôle d'une émotion, on est d'abord dans l'état d'accueil, et ensuite, c'est plus facile de réguler. Et d'ailleurs, je crois que plus on l'accueille rapidement, et ses sentiments aussi, plus on va pouvoir réguler de manière assez, j'ai envie de dire, naturelle, et sans avoir besoin de passer par des escalades émotionnelles, en fait. Alors justement, parlez-nous de ce concept, de ce projet, de ce que vous avez créé. Alors, Corilla. Donc, Corilla est née il y a 2 ans. J'ai commencé à travailler, à griffonner sur des feuilles canson. J'ai commencé à griffonner des cartes sur les émotions au tout départ, et je voulais en fait un procédé qui parte de l'émotion jusqu'à, on va dire, sa finalité. L'idée, c'était je ressens et je transforme. Et donc, un peu comme l'escargot, donc au départ, j'ai dessiné une spirale aussi de transformation, parce qu'effectivement, moi, le symbole de la spirale, je suis très géométrique dans mon métier, donc ça s'est suivi aussi dans tout ce que j'ai entrepris et créé. En fait, c'est vraiment de partir du ressenti vers l'extériorisation. Et du coup, c'est encore toujours dans le lien avec finalement mon métier. Je ressens à l'intérieur et je pose un regard nouveau. Et donc, Corilla, en fait, c'est un peu ça. C'est je ressens et je transforme. Je pose une action qui me permette de ne plus subir, de ne pas rester dans une passivité et quelque part une forme de soumission et victimisation à mon émotion, pour être dans un engagement et un acte responsable. Corilla, le jeu de Corilla est composé de 78 cartes, donc 7 segments de cartes qui partent justement de l'émotion à la transformation. Et après, il y a un segment, donc il y a un autre segment sur un tirage intuitif qui vient souvent valider un peu la séance. Donc aujourd'hui, Corilla, moi je le propose en accompagnement individuel, en duo et en groupe. Quand il sera dans sa version commerciale, on va dire, certains segments comporteront des QR codes qui guideront en fait les personnes vers une exploration plus profonde. Je pense notamment aux sentiments, c'est vraiment un segment qui me tient à cœur pour permettre aux personnes de comprendre si c'est vraiment un sentiment corporel ou est-ce que c'est l'issue de la pensée qui se mélange parfois et qui a tendance à fausser le sentiment. Donc, notamment ça. Ensuite, sur les besoins, de prendre conscience qu'effectivement, discerner un besoin d'une addiction, discerner le besoin réel j'ai envie de dire, du côté addictif, mais du doudou un petit peu réconfortant, parce que c'est pas du tout la même chose, et que c'est important de comprendre qu'effectivement, peut-être qu'il peut se jouer quelque chose d'un attachement insécure à ce moment-là. Donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de permettre un accompagnement qui soit autonome pour la personne qui joue avec. Alors, ce jeu, il est en fait presque prêt. En fait, aujourd'hui, je l'utilise. Je l'utilise dans mes séances d'accompagnement en individuel, en duo et en groupe aujourd'hui. La seule chose sur laquelle il n'est pas encore tout à fait prêt, c'est sur la vente au grand public. En revanche, aujourd'hui, il est, on va dire, prêt à être vendu avec une formation. Dans le sens où aujourd'hui, sur un environnement professionnel, je peux vendre le jeu avec une formation pour vraiment permettre aux personnes de l'utiliser comme je l'ai créé et avec quelque part un mode d'emploi. Ça veut dire que dans un environnement professionnel, ça peut servir à des services de ressources humaines complètement, qui peuvent faire des ateliers parmi leur personnel. Ça peut servir aussi à des entrepreneurs, hommes, femmes, qui sont seuls, qui ont un commerce.
Donc c'est vraiment accessible à tous les univers professionnels en quelque sorte, puisque les émotions sont partout dans nos vies. D'accord. Alors j'ai envie de vous demander, puisque c'est la journée internationale du droit des femmes, comment ce jeu peut être un atout dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Alors aujourd'hui, je crois que c'est en grande partie pour ça que Corilla est née. Racontez-nous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un message fort sur le souhait d'apporter effectivement du souffle. Je vais le dire comme ça, du souffle et une forme de paix entre la relation homme et femme. Parce qu'effectivement, j'ai compris dans ma traversée que il est très facile dans une relation conjugale de prendre les émotions de l'autre, de porter le fardeau de l'autre jusqu'à s'oublier complètement soi et de se soumettre en fait dans sa relation conjugale. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner la relation du couple justement à travers Corilla à cette prise de parole homme-femme où chacun est dans une communication responsable, où on n'a plus peur de blesser ni de faire du mal, puisqu'on est dans une communication qui est responsable. Donc là, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de mots plus haut que l'autre. En fait, chacun, dans sa vulnérabilité, d'une certaine manière, c'est apprendre justement que être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. Tout ça, c'est des croyances qu'on a héritées. C'est lié à, effectivement, des choses qu'on a apprises, mimées, reproduites, etc. Mais aujourd'hui, en 2026, eh bien, il y a autre chose de possible, de façon à ce que hommes et femmes, chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il a besoin pour que la relation soit satisfaisante. Et aujourd'hui, les deux ont besoin d'être accompagnés. Et pour éviter la récidive, un homme violent, une femme violente a besoin d'être écouté, a besoin justement de vivre un cheminement sur ses émotions, de façon à ce qu'à un moment donné, au lieu d'être diffusé par des coups ou par des mots, ça puisse être verbalisé déjà, et puis à apprendre à réguler et être accompagné surtout. Merci beaucoup Stéphanie. Je trouve que votre parcours, votre démarche est très belle. Et si j'avais envie aujourd'hui de vous rendre visible, c'est justement parce que j'ai la conviction que vous pouvez apporter énormément à chacune et à chacun d'entre nous. Parce que nous vivons tous avec des émotions. Et nous avons tous besoin de réguler nos émotions, de mettre des mots, d'extérioriser ce ressenti qui nous fait parfois souffrir. Et ce jeu Corilla, je trouve que c'est un jeu magnifique. Donc vous disiez que vous aviez besoin d'aller vers les gens. Et moi je veux croire qu'après ce podcast, les gens vont venir vers vous. Je vous invite vraiment à contacter Stéphanie, à découvrir ce jeu. Nous allons nous arrêter là. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle voie. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast visible d'Akaléum.